Cet épisode d'Au-delà des murs vous est présenté par GoPassif. Leur mission? Aider des créateurs de bâtiments durables, passifs et net zéro en leur simplifiant l'accès aux équipements et matériaux réputés. Vous trouverez en inventaire plusieurs produits reconnus, tels que les systèmes structuraux d'enveloppe du bâtiment Zip System, les sous-planchers résistants aux intempéries Advantech, les membranes intelligentes ProClimat, les matelas de fibre de chanvre ProFibmat, la cellulose de fibre de bois à souffler ProFibcell, ainsi que plusieurs autres équipements vous rendant la construction net zéro plus facile. Composez le 450-592-0592 ou visitez le gopassif.com pour planifier votre prochaine livraison. Bonne écoute et bon projet! Le 22 août prochain, viens nous rencontrer à la brasserie Dieu du Ciel au 259 rue Villemur à Saint-Jérôme pour le prochain 5 à 7 de Bâtiment Passif Québec, présenté par Boursier Ventilation. Viens prendre un verre avec d'autres passionnés de la construction et du bâtiment durable et viens y trouver ton prochain projet. Rends-toi dès maintenant sur addm.ca et clique sur Événements dans le menu en haut de la page pour en savoir davantage. À bientôt! Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, au podcast, on reçoit Étienne Vigneron d'Éconovation, un constructeur de bâtiments écologiques et créateur de petits coins de paradis, ayant comme principes fondamentaux l'approche intégrée et le développement durable. Éconovation excelle dans les projets LEED et FIUS, FIUS pour ceux qui ne connaissent pas, en construction neuve ou en rénovation. Alors aujourd'hui, on va parler de conception intégrée, construction écologique, l'intégration des principes de permaculture dans les projets de rénovation ou de construction neuve, comment ça se passe de la conception à la réalisation de projets réellement écologiques. On va encore une fois parler d'empreinte carbone, c'est de plus en plus populaire dans nos podcasts, mais de plus en plus important d'en parler. On va parler aussi des différentes certifications à vocation durable disponibles pour la construction résidentielle, que ce soit niveau climat, LEED, FIUS. On va parler aussi de partage de la connaissance, parce que c'est important afin d'évangéliser encore plus le développement durable. Et on va finir par parler, en fait, pas finir, on va commencer en se faisant un examen de conscience sociale, oui, au Québec, en jasant du leadership pour l'objectif Net Zéro 2030, qui est largement mis de l'avant dans l'Ouest canadien. Puis on va se comparer, je pense qu'on va s'écorcher un peu. Alors, salut Étienne, comment ça va? Salut les gars, ça va super bien, merci. Bien heureux d'être avec vous autres. J'arrive toujours justement de super beau voyage dans l'Ouest canadien pour constater à quel point Vancouver sont de l'avant dans le domaine des maisons passives puis des projets à faible empreinte carbone. Donc, ça va me faire plaisir de partager avec vous toute mon expérience dans le cheminement de la construction écologique depuis c'est là mes 10 ans cette année, si on veut, parce que j'ai pris le virage pour vraiment me consacrer à juste faire des projets en fonction de mes valeurs. Ouais. Mais ça part de où, ça, justement, là, ce désir-là de travailler en construction écologique? Et je vois beaucoup sur ton site, puis en pré-podcast, on a parlé beaucoup de développement durable. Ça revient souvent, ça, pour toi. Ça vient d'où, ça, ce désir-là? Ça vient de où? Ben, ça vient d'une prise de conscience de l'impact environnemental qu'on a chacun d'entre nous dans nos choix de consommation. Puis, tu sais, je peux pas dire que je suis un fils d'un hippie. Mon père, on vivait sur une petite fermette, puis tu sais, j'étais tout petit, là, puis il me mettait sur les épisodes de la semaine verte puis de découverte, tu sais, c'est comme, ça fait partie intégrale de moi, genre, d'avoir grandi dans cet environnement-là, puis d'avoir cette conscience-là de protection de l'environnement. Le gros virage que j'ai fait, c'est ça, tu sais, je me souviens, 2006, j'étudiais en technique de l'architecture, cégep André Rando, tu sais, je faisais des projets de recherche sur les toitures végétales, puis je réalisais que dans le programme même de la formation du DEC qui durait 3 ans, il y avait à peine 10 heures sur le développement durable. J'ai un peu décroché là. Bref, moi, je suis vraiment un gars de terrain, un gars d'action, puis tu sais, je voulais vraiment avoir
m'impliquer le plus possible. Puis ensuite, tu sais, j'ai fait mon DEP charpente-menuiserie. Puis là, je suis tombé sur une conférence de Benoît Lavigueur. Tu sais, on parle en 2007-2008, tu sais. Je me souviens, mes profs, tu sais, après la conférence, là, ils étaient là, ben voyons donc, lui, il est capoté, là, ces maisons en paille, puis toilettes sèches, tu sais, il riait de ça ben raide, tu sais, puis moi, ben, tu sais, j'avais vraiment la piqûre, j'avais vraiment le goût de faire comme une différence, tu sais, donner un sens à ma vie, là, de pas contribuer au désastre environnemental que ça veut pas trop être pessimiste, mais tu sais, l'humanité, c'est un peu le parasite de la planète Terre, là, Puis la vraiment même. construction aussi, hein? Hein? Dis la construction aussi, tu sais, l'humain, oui, Oui, un ben, gros empreinte de carbone. La construction, en termes de pourcentage aussi, est énorme. Fait que, tu sais, qu'une fois que tu as fait sûrement ton bac en architecture, tu as réalisé, wow, OK, ben, le bâtiment, là, il y a un gros potentiel là-dedans. Fait que souvent, c'est aussi ça qui t'a poussé, là. ben, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon domaine, dans mon métier, dans ce qui me passionne pour faire une différence. Puis là, j'ai réalisé, c'est ça, à quel point la construction, ça avait un immense impact de domaine là, en global, le secteur de la construction. Là. Puis ce qui m'a fait vraiment décrocher, c'est dans un voyage dans l'Ouest. J'étais allé passer un hiver travailler à Calgary. Puis j'étais vraiment là, comment dire, dérouté, là, tu sais, genre construire des maisons qui se vendent au-dessus d'1 million. Puis les gars, c'est comme go, go, go. Puis à un moment donné, il y a un de mes employeurs, il m'a renvoyé, tu sais, on était en train de commencer une charpente. Puis les gars, il étale les poutrelles de plancher, puis après ça, moi, mon boss, il dit, bon, ben là, fais le tour, installe le rimboard. Puis là, je regarde ça s'en va tout de même, là. Les gars, là, ils s'en foutent bien raide de l'alignement, tu sais. Puis là, ben là, moi, je passe, puis je suis comme, ben là, ça n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, je recoupe tout, tu sais, pour que ça soit une belle ligne droite, que le rimboard soit bien installé. Puis les gars, ils me regardent, ils font, qu'est-ce que tu fais là? Je veux juste que tu cloues le rimboard, t'as pas besoin de rien couper. Là, tu sais, il me dit, t'es super bon, là, tu fais vraiment de la job de top qualité, mais moi, c'est pas ça que je veux juste un nailer. Juste un gars qui cloue, qui pose pas de questions, là. J'étais comme, hey, c'est des maisons qui se vendent à au-dessus d'1 million, genre, pis genre, ils s'en foutent que ce soit tout croche, fait cheap, tu sais. Ben, tu sais, Étienne, ce que tu parles, là, peut-être pas aussi croche que ce que tu es en train d'imager, là, mais j'ai vu localement ici, dans les Laurentides, souvent ce genre d'attitude-là. Ça revient encore malheureusement. C'est impressionnant à quel point ça se passe encore. C'est go, 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 plus cheap possible. Puis c'est des méga baraques, là, Christy, là. Tu sais, c'est rendu, ben, c'est un phénomène peut-être aussi économique de société, là. Une maison à 1 million, c'est rendu comme standard. Mais c'est quand même 1 million de dollars, là. C'est quand même, même si tu mets l'inflation, là, c'est un Christy de million pareil, là. Puis ça vaut pas ça, là. La plupart du temps, là, c'est de même. Bon, ça sent, ils sont quand même un petit peu plus rigoureux, mais essentiellement, ils font ça rapide, là. Fait que, ouais. Non, c'est fou, là. Puis, tu sais, pour moi, ça a toujours été, si on veut, mon rêve de participer à la réalisation des rêves qui, selon moi, genre, des gens qui est comme un des plus grands rêves, ben, c'est d'avoir une maison. Puis là, tu sais, tu regardes ça, je suis comme, hey, je suis pas en train de participer à réaliser leurs rêves, là. Je fais juste leur créer un paquet de problèmes puis de leur mettre une dette sur ses épaules qui vont transmettre de génération en génération. Tu sais, on peut-tu comme regarder un petit peu plus loin puis genre penser au legs qu'on va laisser aux prochaines générations puis tu sais de renverser la problématique en une solution, est-ce qu'on peut leur léguer des bâtiments qui vont être libres de dette, qui vont avoir un faible entretien, puis qui vont pouvoir bénéficier de ça. Au lieu de constamment, si on veut, appauvrir notre société, la classe moyenne de plus en plus, mais tu sais, on peut faire comme, hey, moi, à mes enfants, je vais leur léguer un bâtiment libre de dette, tu sais. Oui, parce que le développement durable, c'est effectivement, bon, la portion écologique, la portion sociale, mais c'est aussi la portion économique. C'est ça le développement durable, c'est l'adjonction des trois en réalité. Fait que tu sais, c'est le fun que tu parles de ça, l'économique, parce que c'est toujours là, le cash, toujours super important, mais c'est drôle comment c'est pas tant mis, c'est mis de l'avant, mais pas. Il y a des façons de le faire de façon plus saine, plus pérenne, plus durable dans le temps, avec peut-être le même montant, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Mais
mais ouais, c'est peut-être pas clair comment j'exprime, là. Des fois, on dirait qu'on met pas l'argent à la bonne place, finalement. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je crois que un bon point, puis quand on en parlait, tu viens d'en parler, là, ça m'a fait penser, tu sais, les maisons à 1 million, là, c'est des grosses baraques, on s'entend. Ouais, Des fois, il y a du pied carré là-dedans là, qui pourrait tellement être plus optimisé, puis c'est la société de consommation qu'on est, là, tu sais. Enlève un peu plus, construis pas une aussi grosse baraque, puis mets un peu plus d'importance sur l'exécution, sur l'enveloppe, tu n'auras pas besoin à faire c'est comme ça, du production building où justement tu y penses pas, tu fais juste clouer puis tu y vas. Là, c'est une question aussi de société de comment qu'on regarde ça. Là. La première étape du développement durable, c'est consommer moins. exact. Puis tu vois, c'est tellement approprié, là. Justement, je suis en train de travailler sur un projet que je sais qu'ils vont écouter le podcast, fait qu'ils vont savoir de qui je parle, mais je ne vais pas nommer. Je suis en train de travailler sur un projet, quand même, tu sais, ça va être un beau projet. C'est des gens quand même en moyen. Je viens justement de faire l'estimation mécanique. Puis avant de faire l'estimation, je fais des schémas et tout. Puis je trouve que l'approche intégrée, c'est ce qu'on devrait toujours faire. C'est pas toujours répandu. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Puis la première chose, je pense, qu'on doit faire en approche intégrée, c'est optimiser. Pas tant pour juste l'économique, mais pour l'installation et aussi les matériaux. Forcément, on consomme moins. Et ça, je le vois souvent. Puis ça, c'est approprié dans ce que je parle là, c'est que la salle mécanique est mal placée par rapport à comment les conduits sont disposés. Ça va être un projet qui est nouveau climat. Fait qu'il y a des petites spécificités que si on faisait la salle mécanique plus dans un endroit, j'estime à 10-15% de moins l'ensemble du projet. Ça, c'est juste le coût. Mais c'est pas juste la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de matériaux qu'on va sauver. Puis, ben, le client, il fait non, je veux vraiment avoir la salle mécanique en arrière, en dessous des escaliers. Même si c'est le plus cher, c'est pas grave. Fait que, tu sais, c'est pas tant le montant. Là, on consomme du matériel qu'on ne serait pas obligé de consommer si on faisait juste le designer autrement à la base. Ben oui, totalement. Tu sais, je vois que tu t'enlignes vers la conception intégrée, puis de réfléchir les projets pour justement que ce soit plus abordable, plus efficace. Ben, c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait, là. C'est ça, moi, je ne le verrais pas de faire une autre façon. Là. Non, exact. Conception pas intégrée, je prends pas le projet. Je m'excuse. Là, Non, exactement. Puis je pense que tu sais, l'objectif, c'est de mettre de l'avant toutes les connaissances puis l'expérience de tous les membres de l'équipe pour que justement on puisse se diriger vers l'objectif du client d'avoir une maison performante, saine, confortable, efficace, dans un prix, dans un budget le plus possible abordable et d'essayer de trouver des solutions pour justement le rendre le plus possible viable économiquement. Fait que tu sais, je pense que tu sais, chacun a ses forces, mais également des faiblesses. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est du regard d'un architecte, d'un designer, va seulement répondre aux besoins du client qui est l'espace, le volume, l'esthétique, la beauté dans la majorité des cas. Mais si les professionnels, les entrepreneurs ne sont pas mis de l'avant pour trouver justement, comme tu parles, des solutions de genre, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais là, on n'a pas pensé à la mécanique, tu sais. C'est souvent quelque chose qui arrive dans la projet, c'est genre, ah ben, ils s'arrangeront, tu sais, pour trouver une solution, tu sais, mais c'est mis de l'avant dès le départ. Il y a vraiment des économies considérables là, qui peuvent être faites juste à mieux réfléchir tout l'ensemble du projet dès le départ. Là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, souvent, mettons, là, on parle de mécanique, mais j'imagine que tu dois avoir le même genre de situation. On a c'est pas mon podcast, c'est le tien, là, dans le fond, c'est ton interview. Mais la meilleure clim, c'est celle que tu n'as pas de besoin. Donc, forcément, tu as moins des gros systèmes. Le projet va coûter moins. Puis, tu sais, je m'auto-challenge en disant, ouais, mais je suis entrepreneur, je veux faire de l'argent, là, au bout de ligne. Ouais, mais je veux pas le faire n'importe comment. Si on est capable de le faire de façon plus efficace, ultimement, je suis capable de faire plus de projets, ça coche vraiment bien dans un plus court laps de temps avec moins de matériaux. Tout le monde y gagne, incluant l'entrepreneur. Totalement. As-tu ce genre de réflexion, là, de cette réflexion-là qui se passe dans des conceptions intégrées, toi? Ben oui, c'est sûr. La mécanique, c'est celle que la climatisation, la meilleure, c'est celle qu'on n'utilise pas. Tu sais, c'est une espèce de philosophie qu'on a dans les bâtiments passifs, tu sais, qui est comme less is more. C'est juste de comme investir aux bons endroits sur l'enveloppe du bâtiment. Tellement d'économies à faire ensuite à d'autres endroits. Oui, le bâtiment va coûter un peu plus cher, mais il va tellement, c'est ça, avoir d'économies au niveau des systèmes mécaniques, de la consommation énergétique.
puis des gains, surtout des gains au niveau du confort, puis d'un environnement sain et durable, que justement, on va avoir un bâtiment qui va traverser le temps de génération en génération. C'est vraiment ça l'objectif, tu sais. C'est de voir une vision plus à long terme que d'essayer de faire de la consommation rapide, de pas voir plus loin que le bout de son nez, puis de trouver toujours la petite affaire la plus cheap possible. Tu sais, c'est quelque chose qu'on voit reflet à travers tout, là, tu sais. Autant au niveau des vêtements, de n'importe quel produit qu'on consomme, le monde sont tout le temps à essayer de chercher l'option la plus cheap possible, mais ils pensent pas, ils considèrent pas l'impact au niveau de la durabilité, tu sais. C'est toujours plus gagnant sur le long terme d'investir sur la durabilité, là. Parce que tu le vois pas. C'est que c'est pas perceptible sur l'instantané, dans l'instantané. Dans l'instant que tu décides de consommer un choix, en réalité, parce que quand tu choisis un choix plus performant, tu le consommes, mais tu n'as pas le plaisir de l'apprécier maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé ça Au-delà des murs, notre podcast. C'est que souvent, ce que nous autres, on va promouvoir, tu le vois pas, tu sais, c'est au-delà des murs. Mettons, là, on parlait de Vancouver un peu, là, en introduction, là, comparons-nous, mettons, ou de l'autre bord, à quel point ils ont du bon leadership au niveau de l'horizon. Ben, l'horizon 2030, comme je demandais à Philippe tantôt en début, là, on dit-tu l'horizon, on dit-tu objectif? Moi, je trouve qu'objectif, c'est plus concret, c'est dans l'action. Let's go, on target de quoi en 2030, là. Mais objectif 2030, net zéro, à quel point ils sont leaders là-dedans à Vancouver? T'arrives de là, là. Qu'est-ce que tu as observé? Ben, c'est vraiment incroyable comment que le domaine des maisons passives prend de plus en plus d'ampleur là-bas. Eux autres, ils ont un programme actuellement appliqué qui s'appelle le Step Code, ce qui vraiment met de l'avant des réglementations au-delà du code du bâtiment actuel, qui est vraiment dans le but de, c'est ça, c'est comme qu'il l'appelle Step Code. Fait que c'est vraiment de prendre palier par palier, de se rapprocher de cette vision-là, net zéro. J'assistais à une conférence l'année passée. La ville de Vancouver va subventionner des programmes de maisons net zéro carbone. Donc, ils vont offrir des incitatifs aux constructeurs, développeurs immobiliers pour faire le choix d'utilisation de matériaux naturels. Donc, il y avait un super chercheur dans la science du bâtiment qui s'appelle Chris Magwood, qui faisait une présentation sur l'impact environnemental, faisait plein d'études de cas d'un bâtiment selon telle technique de construction et choix de matériaux utilisés. Puis on pouvait vraiment constater surprenamment qu'un bâtiment, en mettant de l'avant le maximum de matériaux naturels sur l'enveloppe du bâtiment, là, on parle de charpente, d'isolation, de choix de revêtement de plancher, de murs et toiture, ben, au lieu d'avoir un impact négatif sur l'environnement, en faisant le choix de matériaux naturels, ben, on peut renverser tout ça puis avoir un impact positif sur l'environnement avec le choix de matériaux qui emmagasinent le carbone dans leur production. Ben oui, absolument. Donc, on peut carrément renverser l'impact nocif du domaine de la construction juste en faisant des choix conscients en harmonie avec l'environnement. Ça veut pas dire qu'ils sont plus chers, hein, ces choix-là. Des fois, c'est vraiment plus une question de bien choisir les matériaux. Pour nos auditeurs, là, Chris Magwood, lui, c'est un des pionniers, là, tu l'as dit, là, de la construction. Lui, depuis 15 ans, il dit, écoute, on a eu plusieurs phases dans ce mouvement-là. Tu sais, la phase du lead, de faire construction verte. Puis ensuite, on a commencé à mettre des termes comme net zéro énergie. Lui, il était toujours depuis 10 ans à net zéro carbone, qui est ça la prochaine étape. Fait que oui, tu as net zéro énergie, c'est quelque chose, mais net zéro carbone, c'est encore plus poussé. Fait que c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Lui, pour nos auditeurs, il a créé un outil super simple qui est gratuit, qui s'appelle l'outil BEAM, B-E-A-M. Très facile à utiliser, qui est encore, je crois, en version bêta gratuite, donc sautez dessus si vous pouvez. C'est un outil, justement, pour faire des calculs de carbone opérationnels puis intrinsèques des bâtiments. C'est un outil qui est super utile, justement, si tu as des prises de décision à faire en deux matériels, tu n'as pas besoin d'aller faire tant de recherche, tout est relocalisé dans un produit qui est l'outil BEAM. Super intéressant à aller voir, là, fait que absolument, là, je voulais partager ça avec mes auditeurs parce que moi, je trouve ça vraiment malade.
je veux dire, de nos jours, c'est tellement plus simple. Je veux dire, il y a plein de pionniers qui ont tracé le chemin devant nous, puis c'est juste de faire les bons choix. Les matériaux sont maintenant disponibles. Je pense à les produits d'isolation de laine de chanvre qui, cette année, vient vraiment d'avoir l'attestation CSA. Là. Fait que, tu sais, on peut vraiment... La CCMC, ils viennent d'avoir. Yes! Il y a un mois, là, ils viennent d'avoir la CCMC. Fait que là, c'est finalement, on peut l'utiliser. Là. Ben, nous, c'est ça, ça fait déjà depuis tout nos tout début, là, depuis 2020, là, qu'on le met de l'avant, là, puis que, tu sais, ça passe seulement dans des projets innovateurs en autoconstruction. Mais là, tu sais, on peut élargir ça à un plus large public. Puis, tu sais, c'est vraiment juste une question de choix, là. Puis, tu sais, comme tu le dis, c'est pas nécessairement beaucoup plus cher, là, quand on parle de l'isolation sur un bâtiment, là. Ben, on fait le choix entre de la laine de roche ou de la laine de chanvre sur une maison qui va être dans un budget de 600 000 mais on passe d'un budget de 8 000 à 12 000 tu sais, c'est comme à peine un 5 000 de plus pour avoir un bâtiment qui a un impact positif sur l'environnement juste par changer l'isolation, tu sais, ça a tellement un gros impact. Puis par les techniques de construction qu'on va utiliser aussi, là, tu sais, c'est facile d'éviter l'uréthane dans les bâtiments, c'est en adaptant moindrement les techniques de construction. Nous, où on arrive à l'éviter, là, on n'en a pas besoin de l'utiliser. Là. On en met zéro uréthane dans nos projets. Là. Ah, plus besoin, moi aussi, même affaire. L'uréthane, c'est le easy way out. Là. Il y a toujours une autre façon de le faire mieux que de l'uréthane. C'est comme ça que je le vois. Pourtant, c'est quand même encore très promu dans les formations officielles. Là. On vient de passer là, le 31 mars, qui était la limite pour les formations de ceux qui sont entrepreneurs général, là, la licence 1.2, 1.3 là, au Québec. Là. Puis dans les différentes formations, mettons dans le PCHQ, qui parlait, mettons, de l'installation des fenêtres ou les compositions de murs, ils promouvoient beaucoup encore l'uréthane. J'étais étonné à quel point, là. Ben écoute, on va se le dire, là, on est quand même un groupe, puis nos invités sont très, très, très poussés dans le milieu de la construction durable et d'autres performances. Fait que je ne veux pas dire que les autres ou que la majorité ne sont pas bons, mais des fois, l'uréthane est bonne. À la fin, c'est un produit qui est bon, puis qui non seulement est isolant, mais il va être par vapeur après un pouce et demi, puis il va être par air aussi. Fait que c'est une bonne façon d'augmenter le standard pour la majorité de l'industrie de la construction. Par exemple, son empreinte, ça va de mieux en mieux là, au niveau de son empreinte de carbone. Je crois que je suis en train justement de lire que l'isolation en fibre de verre est plus nocive en carbone que les nouveaux produits d'uréthane qu'on a. Fait que, écoute, on peut pas tout varger sur l'uréthane. Ça prend des pionniers comme nous qui utilisent les autres techniques. L'uréthane est bon en ce moment pour les besoins des Québécois. Mais c'est quelque chose qu'il faut du monde qui pousse à trouver d'autres solutions. Là. Installer une fenêtre avec de l'uréthane, c'est standard, puis ça se fait bien parce que c'est capable de bien avoir une belle étanchéité tout autour. Il y a beaucoup d'autres façons de le faire, plus durable et plus écologique, mais on doit développer cette technologie avant de le donner au gros public. Fait que le problème de l'uréthane, en réalité, c'est son empreinte carbone. En fait, c'est que c'est chimique, c'est ça? Ou il y a d'autres problèmes? Il y a plusieurs problèmes qui peuvent venir avec. Par exemple, tu as une fuite dans un mur, tu as shooté de l'uréthane ou dans une toiture, tu sais pas d'où qu'elle vient cette fuite-là. C'est un produit qui est comme ça. Enlevé après ça de l'uréthane, tu vas sacrer en tabarnak. Ouais. Niveau d'installation d'uréthane, c'est pareil, si tu installes ton uréthane sur des produits déjà mouillés ou trop humides, c'est un gros problème, ça. Tu vas créer l'humidité. Fait que l'installation de l'uréthane doit être faite aussi dans des bonnes conditions. Et ça doit être testé. Tu dois tester ton bois à savoir, OK, ben lui, es-tu au bon taux d'humidité? Sinon, tu vas peut-être te créer des problèmes. Je pense que pour chacun des produits, il n'y a pas nécessairement quelque chose de mauvais, mais il faut juste l'utiliser au bon endroit avec les bons matériaux dans les bonnes compositions de mur. L'uréthane, ben, c'est sûr que son empreinte environnementale est vraiment pas super. C'est vraiment dans les pires, ça, puis le polystyrène extrudé. Fait que ça, c'est le genre de matériaux qu'on veut utiliser le moins possible. Mais ce qu'on apprend dans la science du bâtiment à travers les formations passées basses, c'est que l'uréthane, sur le long terme, dans la gestion de l'humidité de l'enveloppe du bâtiment, ben, elle va empêcher l'humidité de s'échapper. Donc, si on applique l'uréthane sur une charpente de bois,
ben, on va enfermer l'humidité dans la charpente de bois. Fait que ça risque de créer beaucoup de problèmes sur le long terme. Tu sais, sur le court terme, on shoot le rétendre, c'est efficace, mais sur le long terme, sur la durabilité du bâtiment, on risque de créer beaucoup de problèmes de moisissure. Puis c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, là, tu sais, genre dans les rim boards, où ce que, genre, malheureusement, le rétendre est pas flexible comparativement à l'ossature de bois qui, elle, avec l'humidité, la chaleur, le froid, va légèrement prendre l'expansion puis rétrécir. Puis là, ça crée des micro-fissures que là, ben là, ça crée des fuites d'air, qui se crée de la condensation puis de l'accumulation d'humidité sur un élément structurel hyper important, qui est comme la solive de rive, où ce que toute la structure, la charpente du bâtiment se dépose là-dessus, mais que genre, on en voit là, plusieurs cas de rénovation où ce que genre, malheureusement, c'est là où ce que toute la moisissure va se créer à cause de produits comme ça, genre. C'est l'expérience qu'on a de Passivhaus, de l'Europe, qui eux, ben, tu sais, ont poussé des recherches vraiment, là, comme 30 ans en avance sur nous autres, puis que là, ben, on voit comme des fournisseurs comme NZP qui disent non, non, en Europe, là, c'est banni le rétendre, on peut plus utiliser ça autour des portes et fenêtres parce qu'on réalise que ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Fait que, tu sais, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de travail d'éducation, puis comme de trouver des solutions qui sont bonnes sur le long terme. Le rétendre sur le court terme, c'est super simple, facile, rapide, mais sur le long terme, il faut réfléchir à l'impact que ça a autant sur la durabilité du bâtiment que sur l'impact environnemental. Fait que, tu sais, pour nous, c'est pour ces raisons-là que c'est banni, là, puis que genre, il n'est pas question qu'on utilise ça sur nos projets. Très, très bien expliqué. Fait qu'à la place du polystyrène extrudé, toi, tu utilises quoi, mettons? Lorsque quelqu'un d'autre utiliserait ça? Il y a des alternatives avec le polystyrène expansé, qui est comme juste une autre manière de utiliser la source pétrolière, mais qui a comme moins d'émanation de gaz impact sur la couche d'ozone. Là. Fait que l'expansé est un peu meilleur, mais tu sais, c'est sûr que nous, on va pas en mettre sur nos murs, mais on pourra pas se passer de tout ça pour isoler nos fondations. Tu sais, comme je disais, chaque matériau peut être bon pour, si on veut, sa force, sa qualité, au bon endroit. J'étais allé peut-être un peu trop vite en disant je vais bannir le rétendre, mais le rétendre, je vais l'utiliser par exemple où ce que je sais que c'est le plus efficace puis que je peux utiliser rien d'autre que ça. C'est quand que je vais isoler en dessous de ma dalle, puis que là, ben, autour des tuyaux de drains de plomberie qui vont traverser mes panneaux de polystyrène, ben, tu sais, je vais aller shooter un petit peu de rétendre autour de là parce qu'il y a rien d'autre qui peut avoir cette fonction-là de combler cette petite cavité-là autour des drains qui vont pénétrer le polystyrène. Fait que, tu sais, c'est la seule place qu'on va le prendre. Mais c'est ça, le polystyrène, il y en a qui en mettent de la dalle jusqu'au toit. Je suis comme... Le coffrage ICF, là, le coffrage isolant, c'est pas mal ça. Là. Ils vont du bas jusqu'au top. Mais, je veux dire, le polystyrène, sa force, c'est que genre, ça résiste à la moisissure, à l'humidité. Fait que c'est super bon sous dalle, mais il y a plein d'autres alternatives plus saines, moins polluantes qu'on peut utiliser pour l'enveloppe de nos murs puis nos toitures. Là. Fait que pour nous, c'est simple, on va juste l'utiliser pour où ce qui est le plus à mettre à profit, qui est comme pour isoler les fondations. Oui, parce qu'on va être logique. C'est un peu comme c'est un peu comme l'utilisation du moteur à combustion interne, là, les autos et tout. Là. Là, on est tout en train de migrer vers l'électrique. Il y a une face cachée aussi de l'électrique avec des extractions du lithium. C'est ça le lithium qu'ils mettent dans les batteries d'automobiles? En tout cas, dans les extractions pour les différents minéraux composition, il y a quand même beaucoup de plastique, donc de l'industrie pétrolière. C'est l'utilisation au trans le problème. Et ça nous a amené dans une société tellement confortable là, que les gens n'avaient pas il n'y a pas si longtemps que ça. On l'oublie parce qu'on n'a jamais connu autre chose, nous autres. Fait que de là à bannir toutes les avancées technologiques, ce serait un peu, comment dire, un peu hypocrite envers nous-mêmes et notre quotidien. Vous avez tous utilisé un véhicule là, pour vous promener là, dans vos vies. Vous avez besoin de ça pour travailler. Puis je veux dire, même pour construire, ça te prend un boom truck là, pour apporter ton matériel. Puis à date, à ma connaissance, il n'y en a pas encore électrique. Là. Fait que l'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser comme Étienne l'exprime, avec parcimonie, au bon moment, à la bonne application, plutôt que de faire hey, let's go, il va à outrance. Là. Exact. Puis l'innovation ne peut jamais arrêter, hein, on s'entend, parce que
c'est ça que, oui, il y a peut-être 10-15 ans, l'innovation, c'était ça. C'était toutes les mousses de plastique là, ou les mousses pétrolières là, c'était l'innovation. Puis maintenant, on pousse, on parle des fondations, là, des nouvelles innovations qui s'en viennent ici de nos bords. Ben, tu as du gravel. C'est un genre de gravel, mais en fibre de verre. Fait que c'est un gravel isolant. D'affaires qui s'en viennent comme ça, laine de roche aussi, tu peux isoler. Ça s'en vient. Il faut juste prendre le temps de faire les affaires correctement puis laisser l'innovation faire son bout. Bon, il y a des constructeurs dans le côté, mais il y a plein de manufacturiers aussi qui sont très, très, très importants dans cette transition écologique. Puis Étienne, là, on parlait de quelques compositions, mais rentrons donc dans des compositions que tu exécutes avec Éconovation. C'est quoi tes techniques de construction les plus poussées, disons, pour fondation, puis pour les murs? C'est quoi que tu utilises normalement? Chez nous, ce qu'on va mettre de l'avant, c'est toujours un équilibre entre la haute efficacité énergétique puis la plus faible empreinte carbone, voire même de transformer le bâtiment en quelque chose qui peut avoir un impact positif sur l'environnement par le choix des compositions des murs puis de ces matériaux qu'il va y avoir dedans. Fait que nous, de base, on se cachera pas, les fondations, le béton, c'est ce qu'il y a de plus polluant. On a parlé d'isolation de polystyrène, tu sais, on va faire tout ce qui est en notre possible pour réduire la consommation de matériaux pour les fondations, avec une technique de construction de fondation sur dalle. Fait que nous, on met de l'avant la dalle structurale sur tous nos projets. C'est tellement plus simple, plus rapide, moins coûteux au niveau de l'excavation. On fait juste créer un beau plateau compacté, remblayé de gravier, puis on part là-dessus. C'est facile, simple. On sauve sur les coûts de main-d'œuvre et de matériaux. On vient réduire les quantité de consommation de béton de 30 à 50%. C'est énorme, là, la différence d'impact qu'on a. Sur les économies de coûts, c'est quand même dispendieux, le volume du mètre cube de béton. Puis, sur l'impact environnemental aussi, là. Fait que, oui, on met beaucoup de polystyrène en dessous de nos dalles. On va faire des dalles structurales qui sont appuyées sur 12 pouces de polystyrène. Mais versus si on avait été avec une fondation conventionnelle, tu sais, on vient quand même, si on compare genre une maison passive sur dalle ou une maison passive sur fondation, mur de gel, tu sais, on vient quand même diminuer encore beaucoup là, notre volume. Fait que c'est pour ça qu'on met de l'avant ce type de fondation-là. Mais aussi parce qu'il se mixe super bien avec notre coupe de mur. J'écoutais dans votre dernier podcast avec Marco Lassalle, là, le mur parfait. Mais tu sais, le mur parfait, c'est un concept qui a été mis de l'avant par Joe Stiburek. Ça fait des années de ça. Puis dans le domaine des maisons passives, la manière que ça s'applique, c'est si on veut un mur double ossature, mais inspiré du mur Larsen Truss. Fait que dans le monde des maisons passives, eux, ils vont mettre beaucoup de l'avant l'utilisation de poutrelles en I pour faire la double ossature, la cavité à l'extérieur. Nous, on essaye toujours de trouver le parfait équilibre entre la performance, l'environnement sain, le confort, mais aussi l'abordabilité. Fait que la réalité du Québec, c'est que faire des murs de pratiquement 2 pieds d'épaisseur pour atteindre les standards Passivhaus, c'est pas trop réaliste au niveau de les économies d'énergie avec la réalité québécoise avec l'électricité qui est la moins chère au monde. Donc, on a adapté nos coupes de murs avec un mur double ossature de type Larsen Truss, mais qui est une composition d'une cavité intérieure d'un 2x4 puis d'un 2x8 à l'extérieur. Puis, je fais le lien avec la fondation, c'est que notre 2x8, il est en porte-à-faux. Fait que l'isolation extérieure de notre mur est alignée avec l'isolation extérieure en polystyrène de la fondation. Fait qu'on a vraiment une enveloppe parfaite, sans pont thermique, avec une isolation continue, ainsi que son étanchéité. C'est infaillible. Genre, chacun de nos projets, on passe au test d'infiltrométrie, c'est toujours mis de l'avant. Nous, c'est sûr qu'on construit toujours, tu sais, en fonction c'est de base, tu sais, on correspond au standard de certification Lean, mais pratiquement la moitié de nos projets vont aller vers cette certification-là, ou également Passivhaus. Mais c'est ça, c'est infaillible. Tous nos tests d'infiltrométrie, on a une moyenne de genre 0.3 changements d'heure. Alors, ça marche à tout coup, là. On est tout le temps dans les standards Passivhaus. Puis la raison pourquoi c'est ça, c'est que
c'est super simple d'application, c'est facile, c'est l'expression, genre, c'est idiot proof, là. Je peux mettre n'importe qui, genre, écoute, voici le mur, pogne la roulette de tape, puis tape chaque crack, puis that's it. Souvent, là, je travaille beaucoup, la majorité de nos projets, c'est avec des autoconstructeurs, puis on met nos clients sur cette étape-là, c'est comme, regarde, je te le montre, on en fait une section ensemble, voici tout ce qu'il y a à surveiller, à taper, à mettre, à étancher, puis tu sais, on travaille aussi avec des produits haut de gamme importés d'Europe qui correspondent aux standards Passivhaus, ce genre de tape que genre t'arraches le plywood si tu veux l'enlever tellement que ça colle bien là. Mais tu sais, on pète des scores exceptionnels là. Il y a un de nos clients qui est très méticuleux, on l'a mis sur la mission puis on a fait notre meilleur score avec lui là. On a eu 0.18 changement d'air à l'heure là. Tu sais, c'est comme puis parle beaucoup d'étanchéité, mais tu sais c'est ce qui fait la différence pour Exact. autant l'efficacité énergétique que les économies d'énergie, que la durabilité du bâtiment. Tu sais, c'est l'aspect le plus important d'un bâtiment, là. Tu sais, dans le ratio, mettons, 80-20, là, on est pile dans ça, là. Tu sais, c'est pas beaucoup d'efforts tant que ça. Ça en est un, là, on se comprend, là, il faut que tu le fasses. Mais le résultat, tu sais, tu investis 20% d'énergie pour un 80% de résultat, là, ish, là. L'étanchéité, c'est l'objectif. C'est la chose de numéro un qui est simple. C'est monkey proof, là. Totalement. Puis tu sais, c'est sûr que pour un entrepreneur, tu sais, il est en mode production, go, 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 passer 2, 3 jours de plus à payer ses gars à juste bien taper les choses, c'est le genre d'affaires qu'eux, ils vont essayer de skipper, mais c'est l'essentiel, tu sais. Exact. Mais il y a une petite affaire, là, tu sais, je veux pas nous en enlever. Je suis entrepreneur, puis là, je vais me bâcher, là, mais Vas-y, bâche. c'est une grosse partie, comme tu dis, c'est de la conception, parce que si tu le fais idiot proof là, dans ta conception, puis qu'au niveau de la conception, puis sur les plans, tu es capable de prendre un crayon, puis pas lever le crayon puis pour identifier ton paraire, ben écoute, ça va être super simple sur le chantier. Là. Justement, tu dis, tu es capable de mettre, on peut le dire, un idiot, ou des fois, même l'autoconstructeur ou quelqu'un qui n'a pas de connaissances, puis capable de le Tu es faire. en train de traiter les autoconstructeurs d'idiots, là? Non, pas vraiment. mais c'est ce que je veux dire, c'est que la conception, ça part de là. Puis tu sais, même l'aspect de la dalle là, que tu disais, là, ça vient de la conception. Là, c'est que dès le début, tu es comme, non, on va pas faire de dalle. C'est pas quelqu'un qui vient et te dit, hey, écoute, ça, c'est ma maison, j'ai un sous-sol, puis c'est comme ça qu'on va construire, ça, c'est les murs, tu peux-tu la construire pour nous? Écoute, ça marchera pas. Là. Fait que, techniquement, avec une bonne conception, là, ça va être super simple de construction après. Fait que je vous en enlève pas, là, on fait quand même aussi une bonne job. Là. Mais totalement, tu sais, puis Il faut une bonne conception pour le faire. c'est une autre philosophie, il est comme keep it simple. Puis, tu sais, si on fait les bons choix dès le début, Exact. ça facilite tout le travail pour toutes les étapes les plus cruciales par la suite, tu sais, comme autant pour ben c'est ça, toute la mécanique, électricité, plomberie, ventilation, avec notre coupe de mur, c'est un charme, là. On n'a pas besoin de se soucier, justement, c'est idiot proof, de genre le plombier va me faire un désastre dans genre mon enveloppe. Non, il passe dans la cavité mécanique à l'intérieur. L'étanchéité se fait par l'extérieur. Fait que tu sais, je veux dire, c'est facile, là, déchirer un polythène, là. Tu fais juste te revirer, tu accroches ton marteau dans le polythène, puis voilà, t'as tout scrappé l'étanchéité, là. Mais nous, vu qu'on utilise un contrat plaqué puis qui est à l'extérieur du mur, ben, c'est ultra rigide, solide, c'est genre, c'est là, à vie, là, on a aucun souci de genre, la madame, la cliente va aller planter un câble puis planter un clou, genre, à travers le pare-vapeur, tu sais, c'est impossible, de genre, de faire des dommages dedans, là. Il faut vraiment que tu sois mal intentionné pour endommager le pare-vapeur. Toi, ton pare-vapeur, il est à l'extérieur, c'est ça? Ouais, fait qu'il ben, il est comme dans le centre du mur. Il est pris à l'intérieur entre la structure 2x4 puis 2x8. Ben ça, on a des coupes de murs sur notre site internet, là, si vous voulez aller voir les détails de ça. Mais
Ouais, puis ben il y a un ratio aussi à respecter, là, comme dans la science du Oui, bâtiment, exact. Ouais. un tiers dans le côté chaud de l'enveloppe du mur. Fait que il est exactement dans le tiers chaud, là, dans le centre, entre un 2 par 4 et un 2 par 8, là, tu sais. Puis le Larson Trust, là, c'est, en tout cas, moi, je l'utilise en rénovation sur beaucoup de mes projets. C'est un concept phénoménal. Là, ça m'a fait penser, tu sais, que t'en parles en construction neuve, c'est rare que je le vois. C'est plus la double ossature que je le vois, mais c'est un concept tout aussi applicable en construction neuve. Mais ça m'a fait penser, tu fais-tu aussi de la rénovation? C'est juste la construction neuve? On fait les deux. C'est une autre philosophie aussi, où ce qu'on a réalisé l'impact environnemental de la construction neuve. Puis tu sais, c'est sûr que la maison la plus écologique, c'est celle qu'on construit pas. Fait que de plus en plus, on se tourne vers la rénovation, mais on parle pas de genre on flippe une cuisine, là. On parle de rénovation majeure, de transformation de l'enveloppe du bâtiment. Mais oui, Renault, on l'a fait majeur de genre on refait carrément l'enveloppe des murs au complet à genre malheureusement, c'était une maison qui a été mal conçue dans les années 80-90, puis là ben, on trouve la pourriture partout dans la solive de rive, puis que là finalement ben désolé, on est mieux carrément de démolir la maison au complet puis de repartir des fondations. Et on a fait quelques projets comme ça. Hey, maintenant, j'y pense, là. Je suis pas mal sûr que je t'ai vu aussi passer sur la presse là, avec ton projet personnel, c'est peux-tu? Une rénovation personnelle que toi, t'as faite? Ben oui, j'ai eu un super bel article l'automne passé pour la deuxième maison que je me suis construit. Fait que j'ai récupéré une maison centenaire qui avait toute une histoire de survivor. Si on veut, c'était une maison qui a été déplacée, elle était dans le centre-ville du village, elle a été déplacée dans les années 80, puis elle a été rénovée. En tout cas, plusieurs histoires de couches par-dessus couches où ce que je suis parce que je suis retourné à la source de l'ossature de qu'est-ce que je pouvais récupérer. Il y a carrément des sections de murs que j'ai arrachées au complet, là, mais j'ai tout récupéré ce que je pouvais. Puis c'est sûr que un projet du genre pour un client, ça fait pas de sens de tout le travail que j'ai fait de, si on veut, d'amour de récupérer ce qui était possible. Là. Ça aurait été bien plus économique de juste mettre la pelle là-dedans puis de repartir des fondations, mais moi, c'était dans mes valeurs de genre, j'ai le temps puis l'énergie de genre, chaque planche centenaire qui est encore bonne, ben, je vais la récupérer puis la mettre en valeur. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai récupéré toute la structure du plancher du premier étage, qui étaient des vieilles planches centenaires pour les remettre en valeur puis les installer pour faire la structure du plancher du deuxième étage. Fait que c'est ça, Renault majeur que j'ai genre transformé complètement la maison pour l'adapter au standard des certifications passées par ça. Fait que tu sais, j'ai appliqué le concept de Larsen Truss, tout, tout refait de A à Z, de l'enveloppe du bâtiment, à partir des fondations. Tu sais. Quand j'ai acheté cette maison-là, c'était vraiment une don. Puis la seule affaire que je me disais qui était bonne, c'est comme bon ben, la fondation est encore bonne, il y a une petite fissure. Fait que je vais juste repartir de ça en sachant que genre, je vais excaver tout le tour, je vais refaire le drap en français, je vais patcher les fissures, je vais réisoler par l'extérieur les fondations, puis je récupère ce que je peux là. Fait que ouais, super beau projet, belle transformation de maison, j'en suis quand même très fier. Mes projets coup de cœur, si on veut, tu sais, quand on prend conscience de l'impact environnemental du bâtiment, puis autant économique que social. Tu sais, j'en ai fait comme une maison, si on veut, modèle. Tu sais, c'est comme une petite maison 20 par 30 avec un toit, un étage et demi, là, deux versants, que genre on trouve partout à travers le Québec. Tu sais, c'est vraiment un modèle commun, puis que je l'ai transformé en respectant son espace de fondation, sa superficie, puis juste en bien aménageant l'espace, ben avec le sous-sol que j'ai transformé, adapté rez-de-jardin pour en faire un petit appartement. Fait que, tu sais, j'ai l'aspect bigénérationnel, tu sais, que j'ai mis de l'avant pour vraiment répondre ben aux défis économiques et sociaux qu'on a actuels, puis en plus environnemental. Fait que, tu sais, c'est partir d'une maison problématique à répondre à plusieurs solutions en jeu qu'on a actuellement là. Vraiment intéressant.
Ben, les projets personnels, là, c'est normalement les plus gratifiants là, qu'il y a. Tu sais, you put your money where your mouth is. C'est vraiment ça. Ouais, puis c'est ça, j'ai quand même le souci du détail, puis un petit côté, si on veut, artistique en moi, là, que genre, ça a pas de limite, puis des fois, je me dis, OK, il faut que j'arrête, là, ça a pas d'allure, là. J'en mets partout, là, je peux pas faire chaque mur comme si c'était un œuvre d'art, mais tu sais, j'essaie d'en mettre le plus possible. C'est là où ce que je laisse aller le plus ma créativité, là, avec comme ma première maison que j'ai faite aussi, là, tu sais, j'étais allé récupérer des poutres de grange que j'ai tout installé pour faire la mezzanine de l'étage avec une technique de charpenterie de bois massif avec tous des tenons mortaises en dovetail. Fait que, tu sais, je me garde quand j'ai l'occasion de, genre, juste pour le plaisir de relever des défis créatifs, là, tu sais, puis ben, quand c'est possible, j'essaye de mettre ça de l'avant aussi avec mes clients, là. Fait que, tu sais, j'adore travailler le bois. On est allé faire un projet, une formation, je veux dire, plutôt avec Linear Design. J'ai amené mon équipe là-bas suivre la formation. Puis là, ben, on s'apprête à faire un projet avec eux autres l'année prochaine. Fait que, tu sais, c'est autant pour nous, dans nos valeurs, de mettre de l'avant les valeurs ancestrales, de techniques de construction durables, avec des matériaux nobles, puis d'allier ça avec l'innovation, les performances énergétiques. Puis, fait qu'on a travaillé avec leur équipe, puis on a même un peu modifié leur coupe de mur, de genre mixer, nous, notre savoir-faire, notre expérience, puis mettre en valeur aussi la leur. Fait que, tu sais, bien hâte de commencer ce projet-là. Là. On commence le coffrage de la fondation ce printemps. Là. Parlons un peu de permaculture. C'est quoi ça de la permaculture? Ben écoute, la permaculture, c'est vraiment vaste, là. Tu sais, c'est une philosophie d'être le plus possible en harmonie avec l'environnement, tu sais. Fait que au niveau du développement durable, tu sais, c'est de créer des écosystèmes qui vont répondre à nos besoins, mais en même temps, de répondre aux besoins de la faune et de la flore environnante. Fait que c'est carrément ça. C'est de créer des écosystèmes, mais tu sais, c'est une philosophie qui peut s'appliquer vraiment à tous les niveaux, là, au domaine entrepreneurial, dans nos entreprises, mais autant sur un terrain. Fait que sur un terrain, ben, tu sais, ça va être vraiment de s'installer la maison en harmonie avec l'environnement, en bénéficiant du solaire passif, de la végétation environnante, de profiter de l'ombrage des arbres qui sont déjà sur place pour vraiment s'installer en harmonie avec l'environnement, puis de réfléchir après ça ensuite à l'aménagement du terrain pour genre être le plus résilient possible avec des arbres fruitiers, des aménagements végétaux comestibles. Fait que on va attirer la faune, la flore autour pour que, ben, c'est ça, on contribue à l'écosystème, tu sais. On se cachera pas, là, que genre, les changements climatiques qu'on a actuellement, on est en train de perdre de plus en plus d'espèces animales. Fait que, tu sais, le but, c'est de contribuer à la vie. Fait que nous, on crée des projets qui contribuent à la vie, à l'environnement. Ça peut être poussé super loin. Oui, en fait, ça peut être poussé super loin, ce concept-là. Moi, je suis brésilien, puis le concept de la permaculture là-bas est très, très, très utilisé. Je visitais justement le jardin botanique là-bas à Brasilia, à la capitale. Puis justement, il y a une exposition totale sur la permaculture, puis les Indiens utilisent beaucoup ça. Puis quand je dis que ça peut être aussi poussé, c'est que oui, tu utilises la faune et la flore environnante, mais des fois, même la maison est faite des arbres environnants. L'isolation est faite de la terre environnante. Toute la maison est faite de son tour. Tu sais, c'est des concepts qui peuvent aller super, super loin. C'est sûr que dans notre contexte climatique, on peut pas se permettre de faire la même affaire. Mais écoute, la permaculture, là, c'est un très, très beau concept que, justement, tu peux le prendre à n'importe quel niveau que tu veux. Fait que dans le fond, une hutte de castor, un barrage de castor, c'est une permaculture. There you go. There you go. Ben, il y a quand même un impact néfaste
son environnement en inondant les bandes riveraines autour. C'est vrai, hein, pareil. On s'en sort jamais. Les igloos, ça, c'est parfait, là. Mais il contribue d'une autre manière en faisant ses barrages. Tu sais, il y a toujours... on se cachera pas que, tu sais, en construisant une maison, on va avoir un impact, tu sais. Mais c'est de le faire d'une manière le plus réfléchie possible pour s'assurer que on soit le plus possible en harmonie avec son environnement, là. Oui, puis on parlait dans le podcast avec Alt Coop, je pense avec quelqu'un d'autre aussi, du principe d'entropie. Donc, dans le fond, la mécanique, là, mettons, de la thermopompe, derrière ça, c'est le principe d'entropie. D'entropie, puis, il n'y a pas d'air à la fin. Entropie, en réalité, c'est le degré de désordre de l'univers. Donc, en réalité, on prend quelque chose qui est en ordre, puis quand on le consomme, pour faire quelque chose avec, on remet ça dans l'univers de façon désordonnée, puis jusqu'à présent, on ne sait même pas ce que ça va donner. Mais globalement, j'ai vu à un moment donné une vidéo sur la chaîne d'Héritatium là, sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est super intéressant. Ah, il est malade, ce gars-là, je l'adore. Il est vraiment bon. Puis il a fait une vidéo complète sur c'est quoi ça l'entropie, là, en ingénierie ou tout en thermodynamique, tu vas en entendre parler souvent. Mais en bout de ligne, la conclusion du vidéo, que je vous invite à aller voir parce que c'est super intéressant, c'est toujours bien fait cette vidéo, c'est en réalité l'entropie, c'est ça que la vie consomme pour rester en vie. En réalité, c'est qu'on prend quelque chose d'organisé, que ce soit, mettons, au niveau alimentaire, on prend une plante qui est organisée, on la transforme, on la mange, et on la désorganise pour en retirer en fait l'énergie qui est cachée dedans, par exemple. Donc, on s'en sort pas de ça, de transformer l'environnement. Ceci dit, on peut le faire de façon peut-être plus équilibrée, de façon plus harmonieuse en réalité. Fait que c'est ce que je comprends que c'est la permaculture, c'est d'essayer de garder un équilibre ou de participer à un rééquilibre ou garder une harmonie avec son environnement. Ouais. En coexistant avec. Exactement. Question enjeu existentiel à tous les niveaux, de conserver l'équilibre puis d'être en harmonie avec l'environnement. Absolument. Puis tu sais, dans le fond, là, je pense à voix haute, et ça a l'air d'être bien pesant, bien lourd peut-être pour certains auditeurs. Ah ouais, écoute, là, nous je consomme, j'arrêterai jamais de consommer. Non. C'est ça, être en vie, il faut juste le faire de façon consciencieuse, puis tu sais, keep it simple, en réalité. Tu sais, c'est comme ton test d'étanchéité que tu réussis haut la main. Écoute, 0.18, là, c'est malade mental. Oui, on s'entend que tu as une structure de mur, une composition de mur plus complexe que 2 par 6 là, avec le temps de test. Là. Mais on s'entend que c'est pas. Ça te demande pas une science de fou là, pour réussir à étanchéiser ça. Là. Tu l'as dit, c'est idiot-proof. C'est la même chose dans notre consommation au quotidien. C'est pas de revenir à l'âge de pierre ou de tout vivre dans des igloos ou des huttes, là. Mais allons-y de façon consciencieuse, puis une étape à la fois. Exactement. C'est vraiment pas une question de se priver, là. Au contraire, c'est juste de faire des choix conscients qui vont bénéficier à augmenter le confort de l'habitant, là. En étant justement en harmonie avec le soleil, un concept de base de juste mettre ses fenêtres au sud puis on se met face au sud. Tu sais, c'est super simple, c'est pas compliqué, il faut juste réfléchir un minimum à la base, puis on bénéficie tellement de ça là, autant pour notre santé que pour notre confort, là. Absolument. Mais ça, c'est quelque chose que le monde, ils prennent pas en considération quand ils font leur choix. C'est comme combien ça va coûter. Ouais, mais es-tu capable de mettre un prix sur ta santé? L'environnement intérieur de nos maisons, on le soupçonne très peu l'impact négatif que ça peut avoir, là, mais c'est une des plus grosses hausses de problèmes de santé puis maladies pulmonaires sont toutes reliées à l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Et c'est pour ça que ça prend un bon échangeur d'air. Clin d'œil. Shameless plug. Effectivement, mais de se créer aussi un cocon avec des matériaux qui ont peu d'émanations toxiques, là. Ça aussi. Non, exactement. Ça aussi. Puis juste physiologiquement, pour le moral, de bénéficier de la lumière naturelle du soleil, tu sais. Tellement, là, ça c'est vrai, là. C'est ça, les maisons passives, là, écoute, on a eu le privilège de visiter, là, parce qu'on s'entend dans un domaine quand même niche, j'espère de moins en moins, là. Au-delà de l'efficacité énergétique et tout, là, t'es bien dans une maison comme ça. Ça feel bien. Tu sais, c'est pas juste énergétique, là, c'est pas ésotérique, ce que je pense, c'est que tu sais, les murs sont plus denses, fait que évidemment, t'as quelque chose au niveau de l'acoustique, tu sens que c'est plus simple, parce qu'évidemment, quand tu rentres dans un environnement où il y a plus de produits chimiques, on le feel, on le sent, il y en a qui sont plus réagissent davantage.
La luminosité, c'est important parce que tu veux garder ça passif, tu veux utiliser le soleil, mais ça a un aspect aussi de bien-être. Totalement. L'harmonie, tout ça, souvent les designs sont bien faits. Fait que, oui, il y a plein d'avantages collatéraux qui sont vraiment pas négligeables. Quand je faisais la conception de ma première maison, je lisais en même temps sur le Feng Shui. Ben oui. J'étais surpris. Ouais. J'étais surpris à quel point les maisons solaires passives correspondent au Feng Shui. C'est incroyable. C'est genre, tu veux une maison Feng Shui, fais-toi une maison solaire passive. Yes. On a commencé le podcast en parlant. Exact. Tu dis Feng Shui, j'entends François Pérusse dire ça puis niaiser avec ça. Tu sais, c'est très drôle, mais c'est tellement... C'est de la vieille... pas science, là, mais c'est de la vieille étude, ça, le Feng Shui. Là, c'est ancestral, cette affaire-là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé sur les principes de Feng Shui que je connais à peine. Là. Je sais juste que tu places ton meuble à une bonne place. Là. Ça doit être plus que ça, j'espère. C'est l'étude de l'énergie, ça. Mais c'est... L'étude de l'énergie des salles, puis justement comment l'énergie va traverser ton espace. C'est pour ça que, disons, tu as un lit, tu as une porte qui est devant ton lit, ben c'est pas bon parce que l'énergie, elle sort directement dans la porte. Je sais pas, tu as un écran ou un miroir juste devant toi de ton lit, ben écoute, ça, c'est aussi, ça prend ton énergie. Fait que c'est l'énergie non visible, mais tu sais, solaire passif, c'est apporter de l'énergie de l'extérieur à l'intérieur. Hey, je vais faire un aparté sur l'histoire d'énergie pour les suspicieux qui nous entendent en faisant regarde les hippies qui parlent d'énergie. Attends un peu, là. Mais tu sais, on rit de ça. On rit de ça, mais chaque humain, tout ce qu'il désire, c'est être bien. Exact. Puis, un principe de base, c'est de conserver son énergie ou de s'entourer d'éléments qui vont contribuer à augmenter notre énergie. Une maison passive, c'est exactement ça que ça fait. Oui, absolument. Écoute, tu sais, mettons, là, je vais plugger Einstein, là, tu sais, E égale MC2, c'est exactement ça qu'il a émis. La matière, c'est de l'énergie et vice-versa. La mécanique, dans son sens large, la conversion de l'énergie. Le chimique, c'est la même chose, c'est tu convertis l'énergie. En fait, on n'est que énergie. Puis ultimement, sur la Terre, on n'est que énergie solaire en bout de ligne. Ça a tout été transformé d'énergie solaire en bout de ligne. Toute l'énergie qu'on a provient de là, peut-être d'une coupe de météorites, provient de d'autres étoiles qui sont d'autres soleils en réalité. Fait qu'on n'est que de la conversion d'énergie. Donc, c'est absolument pas ésotérique de parler que l'énergie doit flower. Bon, est-ce que je vais me promener avec des talismans, des affaires de main dans la maison pour absorber l'énergie? Bon, non. Mais des flots d'énergie, de ce que ça file, absolument. Ah oui. On a commencé le podcast là, en parlant justement du BC. Pourquoi que ça marche si bien là-bas? Le gouvernement avait une fort côté à voir là-dedans. On parle de l'horizon 2030. Là-bas, tu disais, on sent peut-être que oui, ça va se passer. Au Québec, peut-être un peu moins. T'es comme horizon 2030, man, ça c'est dans 6 ans. Shit, on va-tu y arriver? Au niveau de la construction au Québec, toi, c'est quoi ta vision? C'est quoi que tu veux voir? C'est quoi que tu voudrais voir? C'est quoi tes prédictions? Ben, mes prédictions, c'est que c'est une question de temps avant que tout le monde fasse des maisons à faible consommation d'énergie qui vont être en harmonie avec l'environnement. Je veux dire, Vancouver, son leadership là-dedans, c'est une question de temps, là. Tu sais, moi, je suis pas du genre à attendre que, genre, il va y avoir... ça va être exigé. C'est juste une question de gros bon sens. Puis là, ben, avec les enjeux actuels d'énergie, de consommation, d'empreinte, d'impact environnemental, ben, d'autres dirigeants en prennent conscience, puis là, ben, ils poussent pour mettre ça de l'avant. C'est une question de temps avant que ça soit imposé au Québec. Ça va être imposé d'une manière ou d'une autre. Oui. À vous de suivre au rythme que vous voulez, mais moi, ça fait déjà 10 ans que je suis là-dedans, puis je suis heureux de voir enfin, genre, des méga métropoles comme Vancouver prendre l'initiative de mettre ça de l'avant, de subventionner des projets que justement, ben, ça devienne la norme. Ben, tu sais, c'est subventionné pour le zéro carbone, mais j'en parlais avant-hier avec Robert Ozon aussi, qui a été un de nos invités dans la saison 1. Lui, il travaille beaucoup, on avait dit, au BC pour ses produits. Puis il disait que, écoute, là, il y a vraiment de la misère là-bas. Il doit toujours être là-bas parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas capables d'aller atteindre le step code du BC pour que la reconstruction elle passe.
dont les niveaux d'étanchéité et tout ça, là, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de produits, ils ont besoin de manufacturiers qui vont l'aider. Les produits comme ces produits ZIP là, de Huber Engineer Woods, ça facilite de voir le pareil. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs là-bas qui étaient vraiment dans la merde, qui ont dû vraiment step up. Puis il y en a beaucoup qui ont planté. Là. Il y en a beaucoup qui ont planté là-bas. Puis moi, écoute, c'est bon de donner toutes des carottes, mais à un moment qu'on va commencer à mettre des bâtons, on va avoir du monde qui vont se planter au Québec. Là. Ça s'en vient, l'horizon 2030. C'est demain matin, là. Je sais pas, c'est demain matin. Je sais pas à quel point le gouvernement va le... Je veux dire, ils sont commis, tu sais, ça pas vrai s'ils vont le faire, ils vont pas le faire, je sais pas. Mais ça s'en vient. Puis si c'est pas dans 5 ans, c'est peut-être dans 10, mais prépare-toi, là. Tâche ta tuque. Ouais, c'est ça. C'est une question d'objectif. Est-ce que ça va vraiment se faire en 2030 ou en 2035 ou 40? Je sais pas, mais c'est sûr que c'est certain qu'on s'en va par là. Fait que, tu sais, je pense que autant pour le consommateur que pour les entrepreneurs ou développeurs immobiliers, c'est soit vous prenez le lead ou soit vous suivez en retard comme un mouton. Fait que, tu sais, c'est à vous de choisir, mais moi, je suis plus du genre à prendre le lead. Exact. Parce que tôt ou tard, tous les investissements, tu sais, on le sait, là, aujourd'hui, la maison que tu construis, tu la fais pas au standard d'une certification LEED ou Passive House, mais dans 10 ans, 15 ans, ça va devenir la norme. Fait que dans 10 ans, 15 ans, le consommateur va faire comme, ben, je veux pas acheter ta maison qui est pas au standard que ce qui est requis en ce moment, là. Ouais, t'as une valeur immobilière, là. On sait déjà, là. On sait aujourd'hui, là, que c'est ça que ça s'en va vers là dans 10 ans, là. Oui, avec la cote pas énergétique, mais en tout cas une cote énergétique en fait par maison, c'est certain que ça va impacter ça, les choix des acheteurs dans 10-15 ans. Là. Comme aujourd'hui, t'achètes pas quelque chose qui n'est pas homologué. Là. 100%. Ouais, puis tu sais, je l'ai vu, moi, avec ma réalité, là, tu sais, avec ma dernière maison, je me suis séparé, je l'ai mis en vente, nouveau projet, une nouvelle copine. Dans une situation économique l'année dernière, avec l'inflation, où ce que, genre, le marché était vraiment comme tout arrêté, genre, ben, tu sais, j'ai trouvé mon bon acheteur qui cherchait une maison saine, performante, puis elle s'est vendue en surenchère, là, dans une situation où ce que, tu sais, quand le marché était mort l'année passée avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, là. Fait que, tu sais, il y a une demande pour ces maisons-là, pour ces produits-là, là, tu sais. Oui, 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 absolument. Il y a un payback certain, des gens qui hésitent à payer le surplus pour ça. Là. Regarde, non, tu vas l'avoir, le payback, maintenant. Tu sais, on a parlé vite de nouveau climat, lead, filles, Passive House ou filles US. Là. En fait, le rôle de ces normes-là, c'est justement de rehausser le standard. Là. Totalement, mais rehausser les standards, mais justement de prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour être plus en respect de l'environnement, de faire des choix durables, justement, là, pour préserver notre écosystème, puis que les prochaines générations puissent en jouir aussi, de vivre dans un environnement sain. Fait que, tu sais, oui, il y a du monde qui pousse de l'avant pour que, justement, on pense sur le long terme, sur qu'est-ce qu'on va léguer aux prochaines générations. Fait que, tu sais, c'est gagnant à tous les niveaux. Comment tu fais ça, toi, justement, léguer la connaissance? On l'a présenté au début de podcast. Là. Je pense que tu fais quelque chose, toi, de professionnellement, justement, pour léguer ta connaissance? Ben oui, depuis mes tout débuts, là, quand j'ai conçu ma première maison, tu sais, une de mes missions, c'était vraiment justement, là, d'inspirer le monde à adopter des modes de vie ou faire des choix de consommation plus écologiques. Fait que, tu sais, dès le début, j'ai fait un blog, j'ai embarqué avec Solsonera, on faisait des visites de ma maison, commencé à donner des conférences depuis 2017. Fait que encore en collaboration avec eux à partager mon expérience sur comment allier les maisons à haute performance, mais dans le plus grand respect de l'environnement avec des choix de techniques de construction puis des matériaux à faible empreinte environnementale. Là. Fait que tu sais, j'invente rien. Moi, je partage mon savoir de ce que j'ai fait du fruit de mes recherches à travers des gars comme Joe Stiburek ou Chris Magwood. Tu sais, j'ai étudié, puis je l'ai appliqué, puis là, ben pour moi, c'est important de le transmettre, ça, justement, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui embarque dans, si on veut, ce qui est pour moi une mission de vie, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment
d'incarner le changement, puis d'être, c'est ça, leader. En tant qu'entrepreneur, tu peux construire des maisons puis léguer des maisons écologiques, mais si tu veux vraiment avoir un plus gros impact, comme quoi je vois que tu veux faire, c'est sûr que l'éducation, partager, donner des formations, c'est une façon d'avoir encore un plus gros impact. Ben, exactement. Le secteur de la construction, c'est une méchante grosse industrie, là. Je pense qu'il y a au-dessus de 50 000 unités qui se construisent à chaque année. Moi, j'en fais 4, 5, 6. C'est une goutte d'eau dans l'océan, là. Fait que, pour moi, c'est vraiment important de s'allier avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs. Puis, c'est ça. C'est d'incarner le changement. C'est super intéressant de t'avoir au podcast aujourd'hui. Merci beaucoup, Étienne. C'est une belle conversation. On a appris beaucoup. On a brassé un petit peu des affaires. Pour te rejoindre, comment les gens font? C'est super simple. C'est notre site internet econovation.ca. Vous allez voir toutes les informations, nous contacter, moi ainsi que les membres de mon équipe. Facebook, Instagram, YouTube. On a fait une série de vidéos l'année dernière sur si on veut, la majorité des projets qu'on a réalisés dans le passé. On a 6-7 vidéos, visite de nos projets. C'est ça. Beaucoup d'informations partagées sur notre plateforme médias sociaux, Instagram, Facebook, econovation.ca. Excellent. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Salut. OK, super. Merci. Bonne journée. Ciao. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIER, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!